Les Allemands. Les Allemands, à moi, ils ne m'avaient rien fait. Aux autres musulmans non plus. Ils n'avaient rien fait. Et pourtant, lorsque nous sommes venus nous battre près de vous, cela ne vous a pas surpris. Vous connaissez beaucoup de villages de France qui aient donné 2000 de leurs enfants. Eh bien, dans mon village de Lamartine, j'aurais pu élever un monument à la gloire de mes biboudoines, morts pour la France, au cours des 2 guerres. On aurait pu y graver 2000 noms de villageois, de paysans de Loire-Senis. C'est simplement parce qu'ils étaient français. En 1870, en 1914, en 1939 et en 1944 également. Ils sont morts pour la France, morts à part entière. Et tout ça, c'est fait tout simplement, sans qu'il y ait besoin de beaucoup de mots, de beaucoup de discours, de beaucoup d'explications. Et c'est maintenant qu'il faut s'expliquer. Après la publication de mes souvenirs, un journaliste a écrit que j'étais un homme vieilli et usé. Non, je ne suis ni vieux ni usé. Mais on aurait pu écrire que j'étais un homme accablé. Accablé comme on pu l'être en France en juin 1940. Comme je l'ai été alors musulman français pour des dizaines de milliers de musulmans français. Aujourd'hui, on me dit, vous vouliez être français. Vous l'êtes maintenant. De quoi vous plaignez-vous? Je me plains de la victoire qui nous a été arrachée. C'est le remords qui me torture. Voir l'œuvre de mon existence détruite. Je souffre parce que je vois le terrible désespoir des musulmans à qui j'ai fait aimer la France. Je les ai fait se battre pour elle. Et le drame affreux de ceux qui là-bas crient « Baraquette, le pain, le travail », la France avait tout de même fait quelque chose. Et j'estime qu'elle n'avait pas le droit de le retirer sans se trahir. Trahir, j'aurais pu faire volte-face moi aussi. Le ralliement du Bachaga Boilem. Aujourd'hui, je peux dire que le FLN le voulait. Les millions qu'ils m'ont offerts pour leur laisser le passage de Loire-Senis se seraient transformés en milliards si j'avais consenti à m'associer aux palabres qui ont précédé un gouvernement de circonstance. Je n'ai jamais trahi personne. Je sais, moi, que l'Algérie algérienne connaît la misère et la famine. Je sais que la grande masse musulmane n'a jamais souhaité l'indépendance, même au plus fort de la rébellion. Elle restait de cœur avec la France. Mais elle se trouvait de force avec le FLN, qui employait de telles pressions que les musulmans ont bien été obligés de marcher. Progressivement, la France a abandonné chaque droit, chaque individu, même au moment où tout était perdu, il y avait dans le cœur de beaucoup de musulmans un immense espoir. Aujourd'hui, chez eux, se ravive la nécessité de la présence française. Or, cette paix que la France a maintenue pendant un siècle, le vieux fanatisme religieux de l'islam, exploité par une autre religion, celle-là ennemie de la nôtre, n'ouvre qu'une voie, le retour sanglant à la barbarie. Ceux de mes frères qui ont cru sincèrement à la fin de la mission de la France ne vont pas tarder à comprendre leur erreur. Je ne veux pas dire leur crime, car il n'y a crime que pour ceux qui consciemment se sont servis du fatalisme des masses musulmanes pour imposer dans le sang, et hélas, avec la complicité de certains Français, la dictature d'une minorité, que la France avait déçu ou rejeté. Et là, je me tourne vers nos compatriotes et leur demande à tous, de droite ou de gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait, leurs partis, leurs hommes, leurs syndicats, pour améliorer la vie de 8 millions d'électeurs de la province algérienne. C'était le seul problème. Et croyez-moi, cette responsabilité, toutes les législatures, tous les gouvernements, toutes les républiques l'ont partagée. Hier, il était facile de les accuser les pieds noirs, ces Français d'Algérie attelés à la tâche comme des Bretons ou des Normands. Mais aujourd'hui, on a l'occasion de les voir. Je suis sûr que le syndicaliste du Pas-de-Calais s'est déjà rendu compte que le cheminot ou le métallo de Bab el-Oued n'est pas bien différent de lui. Laissez-moi vous le dire, les Boilem ont vu arriver les colons. Quelle volonté il leur a fallu à ces premiers pieds noirs, dans ce pays hostile, avec la fièvre, la chaleur, les pillards, le fils à la charrue, la fille à pétrir le pain, la femme à soigner les malades.
Ils ont tout sacrifié à cette terre. Beaucoup sont morts avant de commencer à la voir, cette fortune qu'on leur reproche tant, et qui ne me semble pas moins bien gagnée que celle d'autres Français. On oublie trop que ce ne sont pas les Français d'Algérie ou les musulmans qui légiféraient pour l'Algérie, mais le peuple de France par ses propres élus. On a dit que l'Algérie coûtait plus cher qu'elle ne rapportait. C'est le cas de quelques départements métropolitains et aussi de la sécurité sociale ou de la CNCF. C'est le Deuxième Empire qui a introduit cette notion de rentabilité de l'Algérie en créant les premières sociétés à action qui ont toujours été administrées de Paris et continueront à l'être. Mais il serait malhonnête de porter ce capitalisme anonyme au compte des Français d'Algérie. Les trustes internationaux sont une réalité et certains petits épargnants français qui surveillent le rapport de leurs coupons seraient peut-être surpris si on leur disait que c'est eux qui ont fait suer le burnous plus que certains autres. Les capitalistes, ceux de l'alpha ou du pétrole, ils n'ont pas attendu le dégagement pour payer leur tribut au futur maître de l'Algérie. Les chefs de la rébellion avaient compris qu'il fallait gagner à leur cause les milieux capitalistes sans lesquels ils n'auraient jamais acquis la personnalité politique. Le plan était simple: faire peur aux gros intérêts anonymes en créant un climat révolutionnaire et amener ceux-ci, pour protéger leurs affaires, à souhaiter des négociations. Voyez-vous, c'est un peu simple de vouloir expliquer le drame algérien par les capitalistes. Il y en avait, il y en a en Algérie comme il y en a en France. Mais il y a une chose qui vous a peut-être échappé dans votre désir d'en finir avec l'Algérie. Si à Evian, on n'a guère tenu compte des Duval, des Hernandez, des Boilem, on n'a par contre négocié ferme les intérêts de la coopération. Et je crains que les milliards qui vont vous être demandés passent dans la poche de ceux qui continuent à faire suer le burnous. Et puis, en un siècle, la France a fait là-bas, dans certaines régions, ce que les rois et les républiques n'ont pas encore achevé dans certaines provinces françaises. Je trouve que ce n'est pas si mal, ces barrages, ces ponts, ces routes, ces puits de pétrole qui font de l'Algérie la terre la plus avancée du monde arabe. Ils soulevaient des jalousies, des convoitises internationales qui allaient allumer la révolte en se servant du sous-développement social des masses. Alors c'est là que je n'ai pas compris pourquoi les Français si humains, si généreux, ne se sont pas penchés plus tôt avec plus de compréhension et d'humanité sur notre sort. Il fallait nous intégrer à cette œuvre, reconnaître nos droits à la justice sociale et à l'égalité politique. Pour les devoirs, nous étions intégrés depuis longtemps, avant 1955, avant 1939, avant 1914. Intégrés, nous l'avons été à Douaumont, à Cassino, en Crimée, et jusque sur cette terre d'Algérie, où le premier résistant de France est venu demander à mes frères musulmans de consentir encore le sacrifice du sang. Les devoirs, nous les avions donc remplis. Il nous restait que nos droits à défendre. Voilà 30 ans que nous réclamions. 30 ans qu'on nous les avait promis. Quand j'ai vu à l'Assemblée nationale me porter à sa présidence, j'en ai bien sûr ressenti l'honneur au nom de l'Algérie tout entière. Mais j'aurais souhaité que cela ne se limite pas à des roulements de tambour et à des cérémonies. Aussi, le 28 septembre 1958, nous avons vu le peuple de France répondre oui à la seule question qui comptait pour nous. Savoir si les Français étaient nos frères de Dunkerque à Tamaracet. Nous avons été quelques millions de musulmans à vibrer d'un même cœur pour cette France, qui reconnaissait nos droits, nos aspirations, et qui venait d'enlever à la rébellion sa raison d'être. Le 13 mai, les journées fraternelles, pour nous musulmans, c'était un événement aussi important que l'édit de Nantes ou la nuit du 4 août. Les combattants musulmans, Harki, Mokhazni, assumaient l'engagement pris au nom de la France d'accomplir le destin social de l'Algérie. Ils devenaient les héritiers des soldats de 1793. Si par la suite, les Français ont fait semblant de ne pas croire à la révolution du 13 mai, si les hommes qui avaient reçu le pouvoir de cette révolution n'ont pas continué à y croire, la rébellion, elle, y croyait, au Caire, à Tunis et dans les couloirs de l'ONU.
Et jusqu'à Paris, c'était l'affolement. Toutes les raisons qui avaient donné au FLN l'apparence d'un mouvement revendicatif s'effondraient. De la Casbah, du bled, les hommes, les femmes déferlaient sur Alger. Au you-you répondaient les cris de joie des pieds noirs. Tous croyaient à une paix heureuse, la paix française. Tout était oublié. Les inégalités, les races. Cette foule n'avait qu'un désir, se promener le soir sans armes, prendre tranquillement le frais, déguster un verre de thé ou d'anisette, sans redouter les grenades. Les katibas étaient fatigués. Partout, dans les sas, l'officier de la France voyait descendre des douars, des djbels, les populations libérées de la peur. Tout n'était pas réglé, bien sûr, mais tout devenait possible. D'abord, la liquidation définitive de la poignée de meneurs qui n'ont jamais rien eu de commun avec notre peuple. Et ensuite, le ralliement des jeunes révoltés qui n'avaient rejoint les fanatiques que pour réagir contre les injustices. Oui, je l'affirme, et le drame de l'Algérie d'aujourd'hui en est une preuve supplémentaire. Dans ses structures, et jusqu'au plus profond de son être, l'Algérie est infiniment plus française que ne le pensaient ses partisans les plus farouches. On m'a fait déposer des armes, c'est vrai. Mais, dans ma retraite, j'attends encore qu'on me prouve que j'ai eu tort de les prendre. Si du fait de la victoire des ennemis de la France, le destin de ma terre algérienne avait été transformé, si elle connaissait cette paix, cette évolution sociale et humaine qu'on lui promettait, je m'en réjouirais. Mon exil serait d'autant plus douloureux qu'il me faudrait reconnaître que la France faisait le malheur de l'Algérie. Pourtant, je le jure, ma pensée irait reconnaissante vers ceux qui auraient porté la paix, la justice et la fraternité. Or, il faut l'admettre, il n'en est rien. Et cette Algérie qui coûte toujours plus cher, sans plus rien rapporter, a fait un bond en arrière. Sans même évoquer le génocide dont sont victimes les musulmans français, reconnaissons que l'Algérie n'est plus qu'un corps pantelant dont on a vidé l'âme. Pourquoi? Cette question devrait hanter vos jours et vos nuits. La réponse, vous la connaissez maintenant. C'est que l'Algérie pouvait éventuellement être russe ou américaine. En imaginant que les Russes ou les Américains aient aussitôt envoyé avec leurs capitaux, leurs cerveaux, leurs bras, 1 million de Russes ou d'Américains. En dehors de cette invraisemblance, l'Algérie ne pouvait pas se passer de la France. Ce peuple algérien, avec ses origines, ses religions, ses coutumes, ses genres de vie si différents, n'avait pu vivre dans la paix que dans la présence française. Ce sont les conditions de cette coexistence qu'il convenait d'examiner et non la coexistence elle-même. Certes, il y avait un peuple algérien homogène, prenant conscience de sa personnalité, mais il n'existait qu'en fonction d'un cadre politique, administratif, économique et intellectuel, et même militaire, et qui ne pouvait subsister et se développer qu'avec le concours de la France. Le soi-disant nationalisme algérien n'était qu'un internationalisme arabe ou soviétique à servitude totalitaire dont les seuls moyens d'expression étaient la mitraillette, le viol, la destruction dirigée contre les musulmans, plus encore que contre quiconque. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'existe pas au sens du droit public, puisqu'il n'existe pas de nation algérienne. Et là, nous, les partisans de la francisation, sommes d'accord avec Fares et Abbas et beaucoup de chefs politiques de la rébellion. C'est avec les Français qu'il fallait s'expliquer une bonne fois, leur montrer notre volonté d'accéder à la seule indépendance qui aurait fait de nous des hommes libres, celle de la justice et de la vraie fraternité. Aujourd'hui, la révolte dans laquelle certains Algériens avaient mis tant d'espoir les divise et fait de leur victoire celle des étrangers. Je suis certain que beaucoup n'ont pas voulu cela. Mais l'échéance de ceux qui les ont poussés dans cette voie est là. Et c'est sur la misère du peuple que le communisme joue. Croyez-moi, mes frères, avant de choisir la France qui m'avait beaucoup déçu, j'ai prié ceux d'eux que l'on voudrait nous enlever. J'ai songé au sort de ce peuple qui ne pouvait, sans risque mortel, s'engager dans une lutte fratricide.
J'ai continué l'œuvre de mes pères à côté de la France. Des musulmans, il y en a eu au Mexique, au Tonkin, en Indochine, en Syrie, au Maroc, en Tunisie, partout où la France portait ses couleurs. Des musulmans sont morts pour elle. Mon arrière-grand-père Aïssa Boualem fut nommé par la France caïd puis aga. Mon grand-père Yahya Boualem fut aga. Plusieurs de mes oncles étaient caïds, tous titulaires de la Légion d'honneur, et de nombreuses décorations acquises au feu contre les ennemis de la France. J'ai servi 21 ans dans les rangs de l'armée française, d'où je suis sorti en 1946 avec le grade de capitaine de réserve. Pendant ces 7 dernières années, je me suis battu aux côtés des musulmans fidèles parce que les gouvernements qui se sont succédés nous avaient demandé de poursuivre le combat. Dois-je rappeler qu'on est venu me chercher pour me porter à la vice-présidence de l'Assemblée nationale? Des généraux m'ont décoré de la plus haute distinction militaire. Le président de la 4e République m'a reçu solennellement à l'Élysée. J'ai reçu le président de la 5e à Orléansville. La nation française m'a délégué, jusque dans ma terre de Loire-Senise, des généraux, des ministres, des officiels, pour s'incliner sur le corps de mon fils, assassiné par les ennemis de la France. Et puis, un jour que je n'oublierai jamais, un avion m'a enlevé de mes boudoirs. Dans cet avion qui m'arrachait à ma province, pour m'emmener vers cette patrie pour laquelle mes hommes et moi nous étions battus, pouvais-je supposer qu'on ne dégagerait pas mes hommes, puisqu'on sauvait leur chef? Elle fut affreuse cette journée où, rapatrié de la patrie, je me retrouvais avec les miens sur le sol battu d'un mas de Provence. Cette nuit, où blottis les uns contre les autres, mes harkis, mes 60 petits orphelins dont la famille a été exterminée par le FLN. Nous avons dormi cette première nuit, enveloppés dans Gandoura, à même le sol de France. Quelle malédiction avait donc frappé le Bachaga Boualem, commandeur de la Légion d'honneur, vice-président de l'Assemblée nationale, musulman fidèle entre quelques millions d'autres, pour se retrouver là, sur la terre de France. Mes 2 filles, Anissa 2 ans et Yasmina 1 an, enveloppées dans mon par-dessus. À la même heure, les bateaux en provenance d'Algérie déversaient sur les côtes méditerranéennes des milliers de pieds noirs, là où ils avaient débarqué en libérateurs presque 20 ans plus tôt. Quelle malédiction jetée comme des épaves ces vainqueurs de Cassino et de Strasbourg sur cette terre qui, bien que française comme celle que nous quittions, nous méconnaissait. Eh bien, quel a été le premier souci de mes harkis en cette aube où nous n'étions plus que des orphelins du soleil? Sur cette immense plaine de la Croix, de dresser un mât où flotterait le drapeau, celui que les Félagas n'ont pas eu. Ce matin-là, un drapeau déchiré, que mes harkis avaient sorti de leur harde, flottait sur le mât. Avec mon épouse, mes enfants, mes fidèles, mes petits orphelins, j'ai connu le plus émouvant des levées de couleur. En ce matin-là, le mas fondu et son vieux drapeau ne sont pas le symbole d'un passé, mais celui de notre espérance. L'espoir que l'Occident reconnaisse l'importance de notre combat, avant qu'il ne soit trop tard, et que le communisme n'ait jeté bas cette croix et ce croissant que nous avions si bien su réconcilier. Pour justifier la France, que puis-je dire à cette poignée d'hommes, à ces miraculés qui songent à ceux qui sont restés là-bas? Ils sont là, tels que l'armée est venue les chercher pour les soustraire au massacre, au garde-à-vous avec leurs décorations. Ils étaient plus de 200 000, pareils à ceux-là, venus se ranger aux côtés de l'armée française, et quelques millions à y croire. Jusqu'à la minute atroce, où le miracle ne s'étant pas produit, ils se sont vus abandonnés. Alors, puisqu'on nous a tout pris, puisque nous ne sommes plus que des rapatriés de la patrie, puisqu'on nous a enlevé le mandat que nous détenions du peuple, et qu'il faut tout de même que s'élève la voix de ces Français et de ces musulmans français, qui errent sur les routes de France, rejetés, méprisés, calomniés, et parce que là-bas, sur la terre natale, demeurent livrés aux assassins, quelques milliers des nôtres, le citoyen Boualem s'est décidé à écrire et à parler. Je ne suis pas saisi du péché d'orgueil. Je tiens mieux l'épée que la plume. Je me sens mieux à cheval que devant une page blanche. Mais j'ai beaucoup à dire. Et je sais que, si je ne parle pas, des hommes qui ont été mes compagnons seront morts pour rien, que des soldats comme Jean-Pierre, Le Pivin, Delbecq ou mon fils seront oubliés.
Je ne peux pas laisser croire à ce peuple abusé, mystifié, que les partisans de l'Algérie française ont été des fumistes, des menteurs et des criminels. Une seule parole fait parfois plus de bien qu'un discours si elle vient du cœur. Et mon émotion est grande de voir que chaque jour, arrivés de tous les villages et des villes de France, par centaines, des témoignages de Français qui découvrent enfin l'Algérie. De Marseille à Amiens, j'ai reçu un défilé d'amis inconnus, attendant des heures et des heures pour me tendre un livre. En dépit d'une certaine presse, un musulman français avait gagné le référendum des consciences, mais posé devant l'opinion publique le drame qui me tient à cœur, celui des harkis. Le temps faisant son œuvre, de larmes et de sang, on commence à en parler. Cette bonne intention, bien que tardive, toucherait celui qui fut un de leurs chefs, si ce geste d'humanité n'était assorti de considérations politiques qui entachent gravement l'honneur de l'armée. Car une nouvelle imposture se précise, celle d'écrire l'histoire de la guerre d'Algérie à partir des témoignages des vainqueurs. En dépit de l'abandon où l'on nous maintient, nous pensions qu'on ne laisserait pas dire et répéter que les musulmans qui se sont rangés librement aux côtés de l'armée française et sous l'autorité de ses chefs pour la défense d'un sol que nous avons eu la naïveté de croire français ne sont en fait qu'un ramassis d'assassins et de tortionnaires. À propos des souvenirs que j'ai publiés, un journaliste parisien a écrit que je possède sur les gens de plume l'avantage de pouvoir parler de bravoure à la première personne. Je n'en tire pas fierté, car j'aurais préféré me battre pour l'évolution de ma terre d'Algérie que de défendre les armes à la main au prix de 17 des miens et de mon propre fils, une Algérie qui a été engagée dans la rébellion sans la volonté populaire. Les félagas tuent pour tuer, pillent, incendient, égorgent, violent, écrasent contre les murs la tête des enfants, éventrent les femmes et masculent les hommes. Il n'y a pas de supplice imaginable, par le cerveau le plus déréglé, le plus sadiquement porté vers la cruauté, qui ne soit couramment pratiqué par les rebelles. Cette accusation de M. Bettel, président de la commission de sauvegarde, replace le drame algérien à ses sources, qu'on oublie un peu vite. Les harkis sont nés de ces excès abominables. Ils sont les enfants de ces villages incendiés, de ces maisons détruites, les ouvriers agricoles de ces terres brûlées, les pères, les frères des assassinés. S'organisent eux-mêmes en arcades d'autodéfense sous l'autorité de leurs caïds et des officiers français pour que les assassins s'éloignent et que revienne la paix dans les villages. J'en appelle aux témoins, aux instituteurs, aux officiers, aux soldats dits contingents, qui eux savent que c'est toute la population musulmane qui envoyait les meilleurs dans ces unités. J'ai dit, j'ai écrit et répété, et je le répète, aujourd'hui, que la rébellion ne fut jamais un mouvement populaire, mais une insurrection qui ne pouvait triompher que par le sang des victimes. Et voilà que l'on ose confondre ceux qui ont eu le courage de s'opposer dans l'ordre et dans la discipline, sous le drapeau de la France, sous le commandement d'officiers français, aux assassins d'ouvriers chrétiens et musulmans d'El-Alia. Parce que vous êtes patriote, monsieur Dupont. Vous parlez beaucoup de l'histoire de votre pays, mais j'ai remarqué que vous la connaissiez mal, sans doute parce que ceux qui la racontent sont des imposteurs. J'ai même l'impression que beaucoup de vos difficultés nationales découlent d'erreurs historiques profondes. Pour l'Algérie, c'est évident. Une mer étroite est un lien ou un obstacle, sans cesse renouvelé, suivant qu'on en possède les deux rives ou qu'on a dû en laisser une à l'adversaire. Cette notion vieille comme le monde, qui avait du temps de Scipion l'Africain, donnée à Rome, l'Espagne, la Tunisie, est aujourd'hui l'une des bases de l'impérialisme soviétique. C'est Lénine qui a prophétisé la chute de l'Europe par la conquête de la Chine, des rives du Pacifique, et par l'éviction des Européens de l'Afrique, et plus particulièrement de l'Afrique du Nord. Voilà pourquoi, après le grand silence de la cuvette de Dien Bien Phu, et la mise en condition des frontières du Maroc et de la Tunisie, les agitateurs, comme les Viettes l'avaient fait en Chine, ont préparé la poussée subversive vers le dernier terrain occidental, l'Algérie, reconnue française par le traité de l'Atlantique Nord. Cette poussée, comme partout dans le monde, depuis que l'Europe s'est suicidée, les Russes ne sont pas assez fous pour l'amener de face. Cuba, Alger, c'est clair. Les Baltes tchèques, qui le 1er novembre 1954 abattirent le caïd Sadok et l'instituteur français Monroe, et
qui, en quelques semaines, couchèrent sur le sol algérien tout ce que les douars comptaient de fidèles serviteurs de la France, ont amorcé en Algérie la capitale de l'après-guerre. Celui qui, si la France et l'Occident le permettaient, allait arracher une dérive méditerranéenne au pacte atlantique. Et voilà pourquoi, au-delà d'une peine que je pourrais vous demander de partager, je crois que le soulagement qu'on vous a aidé à ressentir, celui de la paix en Algérie, est une illusion. Mais, me direz-vous, que viennent faire voir qui dans ces vues de l'histoire? C'est bien simple. Si dans vos villages, dans vos villes, des bandes agissant au nom d'un idéal libérateur venaient égorger vos femmes, vos enfants, détruire vos cultures, vos outils, vos églises et vos cimetières, vous seriez défendus, je pense. C'est cela les harkis. Nous savions que nous défendions notre liberté, notre droit à la vie, que la partie qui se jouait était capitale. Nous savions que si nous ne défendions pas nos villages, demain ce serait l'anarchie et la subversion qui s'installeraient. C'était nous, la population, qui étions l'enjeu. Les tueurs nous le montraient chaque jour en enlevant des villages entiers. La terre ne comptait plus. C'était l'âme des musulmans qu'il fallait violer. L'armée française mit quelque temps à comprendre que la guerre classique ne comptait plus, n'avait plus de sens. Il était inutile de tenir un piton si on laissait dans les villages liberté aux meneurs adverses, toute facilité pour s'introduire la nuit et massacrer les responsables locaux, semer la terreur, puis disparaître comme des ombres. Qu'importait de tenir les grandes routes si l'adversaire avait terrorisé et rendu muette la population des villages voisins, s'il pouvait à son heure recruter les malheureux habitants et leur faire couper les chemins, abattre des poteaux téléphoniques, laissant ensuite ces populations en butte à l'armée. Ils n'étaient pas responsables. Ils avaient dû agir contraints et forcés, mais comment le savoir? Comment tenir compte? Qu'importaient les allées et venues de la troupe, isolés au milieu des villages muets. C'était avec et pour la population que tout se jouait. Ce n'était qu'au jour où la population participait à sa défense que la rébellion s'éteindrait. Pour que cette population puisse se défendre, il fallait la protéger. Pour la protéger, il fallait être présent, non pas du haut d'un piton, mais au milieu d'elle, jour et nuit. Qui pouvait mieux la connaître, lui donner confiance que cela même qui était de son terroir, de sa vie quotidienne, auquel elle pouvait livrer ses pensées. Alors, ce fut la levée des harkis, 500, 1000, 10 000, 100 000, qui auraient pu être 500 000 si l'on m'avait écouté, si l'on avait créé ces unités légères d'intervention, qui suffisaient à vaincre et à pacifier. De tous les villages de Mont-Noir-Cenis, tous ces paysans, tous ces ouvriers agricoles qui venaient se mettre à la disposition de l'armée française, c'était pour éviter aux gars de franc d'aller se faire tuer bêtement dans cette guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. Vous pensez bien que ma terre d'Algérie, qui a fourni des troupes de choc à toutes les victoires françaises, pouvait trouver sur son sol les volontaires pour écarter de chez elle quelques bandes de pillards. Avec des fusils de chasse, j'ai tenu en respect sur mes 33 000 hectares de terre une wilaya tout entière. Et je n'étais pas le seul. En 1959, les commandos de chasse qui comptaient 15 000 harkis avaient gagné la guerre, pendant que dans les douars, 45 000 harkis assuraient la protection de la population. Le nettoyage des bandes qui, à partir de cette date, ne savaient plus où vivre, jour après jour, les portes des villages se fermaient devant elles. C'était là la forme finale de la pacification. Le village se mettait lui-même en défense, levait ses gardes, conduisait ses patrouilles de protection, tellement comparable à ce qui s'est passé aux périodes troublées d'autrefois que la France a connu, quand villes et villages s'organisaient contre les bandes de pillards et de rôdeurs. Et pourquoi donc cet engagement des harkis? Parce qu'ils avaient compris la guerre qui nous était faite, et que le contact des harkis avec l'armée avait fait naître la vraie coopération, celle que connaissaient les villages avec les sas. Mais qui sont ces sas, qui sont liés à l'histoire des harkis et à celle de l'Algérie? Les sections algériennes spécialisées sont la bête noire des pelouses, car une sas, c'est un ensemble, un corps, une âme. Ce sont des médecins, des infirmières, des instituteurs, des assistantes sociales,
qui se penche sur la misère, qui soigne, qui aide, qui réconforte, qui donne à manger et apaise tant d'inégalités et d'injustices. Le visage de la France en Algérie, pour des millions de musulmans, c'est celui de l'officier Saz, de son adjoint et de son personnel. Pour le FLN, les Français à abattre, précisément pour le bien qu'ils font à la population musulmane. Pour ces chantiers, ces hôpitaux, ces écoles qu'ils bâtissent avec les harkis et les mokhaznis. On ne dira jamais assez ce que fut leur courage, leur volonté, leur dévouement. Officiers de Sas, qui vous êtes dévoués à l'Algérie souffrante, et qui vous dévouez encore, vous qui avez apaisé les duretés de la guerre, apporté ce que nous attendions depuis toujours, beaucoup de chaleur et d'humanité, sans jamais être à l'honneur. Le Bachaga Boualem vous dit simplement, dans la douleur qu'il partage avec vous, qui aimez l'Algérie comme moi-même, son immense reconnaissance. Si votre victoire n'avait pas été volée, si les tricheurs ne l'avaient pas emportée, vous auriez été les meilleurs artisans de l'Algérie fraternelle. Où êtes-vous, mes amis des Sas, dispersés, avec le souvenir amer d'un pays magnifique, d'une population sur laquelle vous vous êtes penchés, et qui, grâce à vous, avait compris la France. Je peux vous dire, par les messages, ou plutôt par les plaintes qui me parviennent de là-bas, qu'on vous regrette, qu'on vous espère. Qui sait, mes amis, un jour peut venir où l'Algérie aura besoin de ceux qui la connaissent, qui l'aiment, et de ceux qui y croyaient. Car fallait-il encore y croire à la mission de la France en Algérie, et croire aux ordres que l'on transmettait. Ces fils d'affiches tricolores, ces calicots, ces pots de peinture que l'armée m'a livrés un jour, à Lamartine, avec 100 verres rationnaires, venus en camion pour les coller, et une instruction spéciale de mettre à la disposition des colleurs le maximum de harkis. Il avait bien fallu que le petit sous-officier en reçoive l'ordre pour se présenter à moi avec ses belles banderoles, de Dunkerque à Tamaracet. Il n'avait pas fait cela tout seul. Il avait bien reçu l'ordre de son lieutenant, le lieutenant de son capitaine, le capitaine de son commandant, du colonel, du général de corps d'armée. Si tous ces militaires, du plus petit au plus galonné, transmettaient pour ordre, moi, Bachaga Boualem et quelques millions de musulmans, on y croyait. Et pour les coller sur les murettes des mechtas, des marchés, sur les pylônes, et jusqu'à côté des cages des tueurs, je sais des bliboudouins qui ont tout risqué. Vous vous en doutez, cela ne suffisait pas à vaincre le FLN. Il fallait avoir la volonté de tenir l'engagement que la France avait pris en votant oui au premier référendum, et surtout comprendre la guerre d'Algérie. Bien sûr, vous avez continué à envoyer des bataillons en Algérie, et un jour, au hasard d'une opération mal préparée, les petits Algériens se trouvaient face à face avec la guerre d'Algérie, une guerre qui les égorgeait, les émasculait et laissait leurs cadavres nus et mutilés. Je voudrais vous faire comprendre que c'est pour épargner ces gosses que nous sommes allés si souvent dégager des pitons où parfois ils s'étaient imprudemment engagés, que nous n'avons cessé de vouloir organiser nous-mêmes avec nos harkis la défense de notre sol. Pourquoi ne vous a-t-on pas dit que nous étions prêts à défendre nous-mêmes notre terre algérienne? Pourquoi ne nous a-t-on pas laissé la défendre? Pourquoi a-t-on limité notre engagement, compté les armes, alors que chaque musulman au combat, c'était un de vos fils qui serait rentré dans ses foyers? Il faut tout de même que vous sachiez qu'une page de l'histoire de l'armée française a été écrite par des hommes qui dépendaient de l'administration civile, liés par un contrat d'1 mois, révocable sans préavis pour mesures disciplinaires et avec préavis de 8 jours pour inaptitude physique. Le tout pour un salaire journalier de 7 francs 50, sur lequel était retenue la nourriture et le tabac. Ne croyez-vous pas qu'il fallait beaucoup aimer la France pour engager sa vie, celle de sa famille sur ce contrat où il était dit à l'article 9, la rémunération cesse d'être attribuée aux intéressés lorsqu'ils sont reconnus irrécupérables. Ce contrat de travail qui faisait des harkis des accidentés du travail quand une balle FLN les brisait. Ils sont des dizaines de mille à l'avoir signé, souvent avec leur sang au pire moment, quand le patron qu'ils avaient choisi et qui s'appelait la France donnait des signes de défaillance. Au terme de ces témoignages, il me faut aborder le présent, celui du dégagement, la 25e heure, celle que ce siècle que l'on dit de haute civilisation a ajouté au cadran de l'humanité pour masquer ses lâchetés et ses abandons.
La 25e heure qui, depuis 1944, a fait de Berlin à Kaobang, de Cuba à Tamaracet, plus de victimes que la guerre elle-même. Ce que j'ai à révéler est dur pour mon pays et pour vous, Français de métropole. Mais je pense que les victimes ont autant de droits de témoigner que les bourreaux. On nous a dit à l'aube de l'échéance tragique de l'Algérie que nous souffririons. Eh bien, nous souffrons. Puisse cette souffrance, ce sang, ces larmes, servir la cause sacrée de l'homme et donner la nausée à cette peste qui envahit lentement la conscience universelle. Le plus funeste des mensonges qui ont jalonné le drame algérien, c'est qu'on vous ait fait croire, à vous, qui en aviez assez de cette guerre d'Algérie, qu'en aucun cas, les populations musulmanes et européennes n'auraient à souffrir, que toutes les garanties avaient été prises envers ceux qui, il me semble, devaient être protégés par les lois de la France. L'honnêteté était de nous informer des conséquences tragiques que pourrait avoir le dégagement. Il fallait dire franchement qu'il n'y avait qu'une option possible sur les trois qui étaient proposées. Il fallait donner à ceux qui n'avaient pas besoin d'être francisés parce qu'ils étaient français le moyen de se soustraire au couteau des égorgeurs. En quelques semaines de paix, il a été supplicié plus de musulmans fidèles qu'en 7 années de guerre, dans des conditions aussi atroces d'ailleurs. Ce déferlement de violence qui vient d'être officiellement évoqué au Parlement par le ministre chargé des Affaires algériennes appelle à la mobilisation des hommes de cœur. Je les supplie de ne pas s'abuser sur les bonnes intentions des bourreaux. Elles ne ressusciteront pas les victimes. Je les supplie d'entendre la voix désespérée de ce prêtre qui, après 60 ans de sacerdoce, n'a pas voulu partir. Notre église, ce petit bijou, a été décapité. Notre cimetière a été saccagé. Plus de caveaux, plus de pierres tombales. Dans notre nécropole, tous les cercueils ont été ouverts et les monstres ont dépouillé les cadavres. Babes, alliances et autres bijoux, jusqu'aux chaussures qui ont été enlevées. J'aurais préféré être aveugle plutôt que de voir de telles monstruosités. La France peut prendre le deuil, l'Église tomber à genoux, ni l'une ni l'autre ne semble pouvoir faire oublier les lourdes responsabilités qui sont les leurs. C'est le prêtre qui parle et non le Bachaga Boilem. Faut-il donc avoir pris parti contre la France pour bénéficier de la pitié des gens de cœur? J'en appelle à tous ceux qui ont une mission publique, journalistes, écrivains, syndicalistes, qu'ils soient chrétiens, juifs, hommes de gauche ou de droite, quelle que soit leur opinion sur l'affaire algérienne, je leur demande de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Les mots s'effacent maintenant devant l'horreur des faits. Je vous livre la lettre que m'adresse le commandant Pierre Granier sur les jours sanglants dans le Loir-Senis. Tous les Moukhazni reçurent une convocation. Il leur était enjoint sur un temps combinatoire de se présenter sans délai à votre ancien PC. Les uns obtempérèrent, les autres préférèrent se cacher, mais tous furent finalement arrêtés. On ne les fusilla pas, on ne les pendit pas, non plus. Simplement, des dizaines de félagas les traînèrent par les pieds, par les mains, les frappant à coups de bâton, de coups de pierre. Ils moururent ainsi 48 heures après. Les plus haïs d'entre eux eurent droit à un traitement particulier. C'est ainsi que notre vieux sergent Chaïeb, un ancien combattant d'Italie et de France, fut dévêtu, complètement ligoté et jeté tout vif dans le feu. Que Mansri Mokhtar, un caporal au courage et au dévouement exemplaire, ancien combattant lui aussi, fut découvert au milieu de la nuit sous un tas de fumier, odieusement torturé et finalement achevé dans d'atroces souffrances, et qu'un Moukhazni fut dépecé vivant et que des morceaux de sa chair palpitante furent jetés aux chiens, jusqu'à ce que l'hémorragie le délivra enfin. Hélas, Lamartine n'a pas eu exclusivité de ses crimes. Outre mes anciens Moukhazni, des harkis visés par la haine d'un adversaire qui en est encore à la plus primitive des sauvageries ont été mis à mort. Les deux Kermal, par exemple, le père et le fils. Le premier aimait tellement la France qu'il s'était fait un extraordinaire propagandiste en chantant la Marseillaise pour un oui ou pour un non. Et les autres, tous les autres, les embrocher, les bouillir, les émasculer, les lapider, les brûler vifs, les écorcher.
ceux à qui on a cousu les yeux, coupé la langue et le nez, enduit de miel, livré aux abeilles, ceux à qui on a coupé un bras ou une jambe pour les reconnaître des autres. J'arrête là, car l'horreur est quotidienne en Algérie depuis le 1er juillet. Et tous les jours, au Mastivert, c'est l'atroce défilé de ceux qui, abandonnés sur les quais de Marseille, fuyant les représailles, s'en viennent à pied vers celui qui fut leur chef et qui n'a plus rien à leur donner. Voici le récit que m'a laissé l'un d'eux, le caporal Brahim, roi de la valeur militaire. 2 citations, une blessure, réfugié en métropole. Fin juin, le lieutenant nous a dit de choisir entre la France et l'Algérie. Tous voulaient la France, mais plusieurs ont voulu d'abord rentrer chez eux. Arrivés à Djéjéli, avec nos familles, on nous a dit que l'armée ne pouvait pas nous loger et nous protéger. On nous a mis dans un garage et on nous a dit d'attendre le bateau. On nous avait désarmés. La nuit même, Saint-Félaga armés nous ont fait prisonniers et conduits à plusieurs heures de marche au douar Tamesguida, dans la maison du chef Félaga à Hamioud, où nous avons été enfermés, les mains attachées, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ils ont défait nos liens et nous ont gardés 1 mois. Puis, ils nous ont ramenés à la maison, disant qu'il ne nous arriverait rien. Ils avaient tout pris. Un jour, ils ont réuni toute la population. Ils nous ont attaché les mains, à tous les 3 et à un Moukhazni. Alors pendant 3 jours, les civils sous la menace des Félagas nous ont battus à coups de bâton, de pierre. Nos femmes ont subi le même sort que nous. Couvertes de plis, surtout à la tête, nous y sommes presque morts. Ils nous ont remis dans les maisons. Puis ils sont revenus pour nous tuer. J'ai pu me sauver au moment où on allait m'attacher les mains. Je me suis caché 15 jours dans la forêt. Mon frère a pu me donner de la galette et un peu d'argent. J'ai gagné Alger, où je suis arrivé le 19 août. Avant le départ du bateau, la police FLN est montée à bord contre les musulmans. Elle a pris 3 goumiers qu'elle a fait descendre. Depuis, j'ai su que ma femme, mon fils, mes 2 camarades et mon Khazmi ont été martyrisés et tués. Seulement 2 camarades et moi, de la SAS, ont pu venir en France. Mais ils ont dû laisser là-bas la famille, et tous ont été égorgés. Même la grand-mère de 80 ans de Messaoud. Dans toutes les autres SAS que je connaissais, c'est pareil. Ils tuent tout le monde. D'abord ils prennent l'argent sans faire de mal. Puis ils commencent à torturer et à tuer. D'abord les Harkis et les Moukhazni. Puis les familles. Ils réunissent toute la population. Et ils les obligent à nous tuer avec des bâtons et des pierres et à nous torturer. Et eux, ils regardent et donnent des ordres. Je vais encore dire cela. J'ai vu en traversant à pied de Constantinois pour aller à Alger le sergent Ournader Abdelkader de l'arcade de Fej Mzala, qui était resté dans son village après que la SAS était partie. Il a été conduit sur la place, là où était le mât des couleurs. Il a été décortiqué à la tenaille. Il a mis 3 jours pour mourir. Son frère, son père, mutilés de guerre, officiers d'adjoint d'honneur, car son père ont subi le même sort. Ailleurs, j'ai vu des anciens goumiers, leurs femmes et leurs enfants lapidés, torturés et tués, dans la rue. Il y avait encore l'armée française et les gendarmes qui regardaient, sans rien dire pourquoi. Pour moi, je veux à nouveau m'engager dans l'armée. Je n'ai plus rien, ni même de famille. Il ne me reste plus que la France, l'armée et mon lieutenant. L'armée et mon lieutenant, il faut les avoir vus, ces lieutenants et ces capitaines d'une armée déchirée, venir chercher leurs hommes sur les quais de Marseille, les emmener avec eux, parfois chez eux, souvent obligés de les caser dans les camps ou depuis les Harkis attendent. Larzac, Bourg-Lastic, Bias, Saint-Maurice-l'Ardoise et bien sûr Rivesaltes. Rivesaltes, où pendant des mois, Mebni Boudouane et les autres ont survécu. Imaginez un plateau où s'engouffrent les vents qui dévalent en tourbillon des montagnes. Lieu aride, d'où les hommes se sont enfuis pour ne laisser qu'une pauvre végétation, des roches, des cailloux, une route sans but que jamais un touriste n'emprunte. Traverse cet enfer où les hommes avaient planté un décor à la mesure d'un monde concentrationnaire. 1000 camps de campagne où se trouvaient à chaque crépuscule, serrés les uns contre les autres pour se préserver du froid, les plus pauvres, victimes d'une tragédie dont il ne faut plus parler, paraît-il. Des Harkis et leurs familles, ces orphelins déviants, qui s'accrochent désespérément
ou aux quelques officiers français restés près d'eux pour poursuivre malgré tout leur mission. J'ai vu pleurer ces soldats couverts de décorations devant 12 000 malheureux qui continuent à s'agripper à leur uniforme. Ils représentent pour eux la France, qu'ils ont servi sur tous les champs de bataille. Pourtant, à Rivesaltes, 2000 harkis, des maires, des notables, vivaient et dormaient sous des tentes déchiquetées par le vent, avec ceux qu'ils ont pu sauver de leur famille. Femmes, vieillards, enfants, 12 000 victimes entassées par 10 ou 15, sous une tente sans feu, sans eau, sans lumière et presque sans soin. 3000 gosses jouaient avec des cailloux le long des tentes. Ils étaient là grelottants, ne comprenant rien à ce qui leur arrivait, accrochés à leur mère en robe d'été, tels qu'ils étaient venus quand l'armée française a pu les soustraire au couteau des justiciers vainqueurs. Dans la montagne, à plus de 10 kilomètres, des hommes dans leur capote usés de l'armée, sur laquelle s'étalent comme un reproche les décorations militaires, se partageaient du mot à mort pour faire chauffer la gamelle de semoule. Après des heures, ils ont attendu devant ces curieuses mechtas que la France pense à leur douloureux présent, à leur avenir. Et puis, un soir de Noël, un journaliste digne de sa mission a dénoncé ce scandale, et la France s'est souvenue qu'ils existaient. Je n'oublierai jamais cet article qui efface pour moi le silence, l'ingratitude, le mensonge de trop de journaux. Votre récompense, Jean Grand Mougin, vous l'avez trouvée, quelques jours plus tard dans cette information de 2 lignes, que je livre à votre méditation, monsieur Dupont. Hier, les 10 000 harkis de Rivesaltes ont opté pour la France.